Merci beaucoup d'être là. Je remercie tout d'abord Monsieur le Consul général du Maroc à Bruxelles. Je remercie tous les organisateurs et organisatrices de cet événement. Je remercie votre présence. Je remercie aussi Raja, M. Seddaoui et toutes les personnes qui ont participé pour l'organisation de cet événement. Donc, je suis Rim Arara. J'ai fait un doctorat. Je suis docteur en sciences politiques et sociales, lauréate de l'Université libre de Bruxelles. Donc, je suis ici avec mon co-auteur, M. Jamal Seddaoui, pour vous présenter un livre que nous avons écrit ensemble suite à une thèse doctorale à l'Université libre de Bruxelles. Et on a étudié 3 générations marocaines établies en Belgique. Mais avant justement d'aller au fin fond de ce livre-là, j'aimerais vous raconter une histoire, si vous voulez bien. Alors, cette histoire, elle s'appelle Entre deux terres, l'histoire de 3 générations marocaines en Belgique. Alors, Driss, c'est un jeune homme. Dans les années 1960, il vivait au Maroc, entouré de sa famille. Sa vie était dure, et très tôt, il est devenu fort. Driss était jeune, robuste, travailleur. Un jour, il a pris une décision difficile, partir en Belgique pour travailler et aider sa famille. Celle-ci a vendu ses chèvres pour lui payer le voyage. Le cœur lourd, Driss a quitté son pays, ses montagnes et ceux qu'il aimait. Dans son sac, il n'y avait presque rien. Mais dans son cœur, il y avait beaucoup de courage et peu de rêves. En Belgique, la vie était froide, dure, parfois solitaire. Mais Driss a tenu bon. Il avait fait une promesse qu'il devait honorer coûte que coûte. Des années plus tard, son fils Rabi l'a rejoint. Rabi avait 15 ans, un adolescent. Face à un nouveau monde, une nouvelle langue qu'il connaissait à peine, une nouvelle vie, de nouveaux repères. Au début, Rabi il était perdu. Mais il a appris, il a avancé. À la maison, il gardait les traditions de son père. Dehors, il s'adaptait à la Belgique. Petit à petit, il est devenu un pont entre deux cultures, un soutien pour sa famille, un repère pour les autres. Puis, quelques années plus tard, Rachid est né en Belgique. Le petit-fils de Driss, le fils de Rabi. Rachid a grandi avec plus de chance, mais aussi plus d'opportunités. Mais au fond de lui, une question revenait souvent. Qui suis-je vraiment? Marocain? Belge? Les deux? Alors, il a cherché son chemin. Il a gardé ses racines, tout en construisant sa propre identité. Et au final, c'est une seule et même histoire. Une histoire de courage, de sacrifice et d'espoir. Driss a planté la graine, Rabi a fait grandir et Rachid en est le fruit. Un arbre solide, avec des racines au Maroc et des branches en Belgique. Voilà, nous vous présentons l'histoire de 3 générations marocaines établies en Belgique. Donc nous avons le grand-père, le père et le petit-fils. Tous sont venus ici en Belgique pour, normalement c'était un parcours migratoire, un projet de vie provisoire. Mais dans le temps et dans l'espace, à travers les générations, ce projet-là est devenu définitif. Vous, moi, nos enfants, nous tous, on est là pour une seule histoire. Nous allons vous la raconter d'une façon plus réelle. Donc je donne la parole à mon co-auteur, M. Jamaldine Seddaoui, pour commencer l'histoire de ces 3 générations. Qui étaient venus d'une façon massive. Je voulais savoir pourquoi ils étaient là et puis comment ils étaient là. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de générations. C'est à ce moment-là que je me suis intéressée à la convention bilatérale qui s'est effectuée entre le Maroc et la Belgique depuis les années 60. Et puis j'ai trouvé que j'ai poursuivi un petit peu la trajectoire des exilés volontaires. On les appelait des exilés volontaires parce que c'est la première génération qui est venue ici pour travailler. C'était une génération silencieuse, robuste, jeune, et c'était une génération aussi qui ne parlait pas ou peu le français. Alors cette génération-là, elle est venue dans le cadre, comme je vous ai expliqué, économique, puis dans un projet provisoire. Donc il n'y avait pas d'intention pour rester ici, en Belgique, d'une façon définitive. Son objectif, c'est ramasser de l'argent et puis rentrer au pays, parce qu'ils avaient aussi des projets. Donc le statut, justement, donc elle est venue pour travailler dans plusieurs secteurs, on va dire le charbonnage, la construction des routes, la construction des bâtiments, etc., les BTP, etc. Mais à un certain moment, en 1974, cet exilé volontaire, il s'est exilé volontairement, il est venu ici d'une façon volontaire, et il a conclu un pacte d'engagement avec la famille restée au Maroc.
Donc il est venu pour travailler et puis rentrer. Entre-temps, en 1974, il y a eu le déclin économique, la crise économique de 1974. Donc cet homme-là, qui est venu pour travailler, et qu'à un certain moment, il a perdu son statut professionnel, il est devenu illégitime. Pourquoi? Parce que cette génération, elle est légitimée ici par son travail. Si elle perd son travail, c'est qu'elle n'a rien à faire ici. Il lui a fallu réinventer un autre statut social. Et c'est là qu'on va voir que cet homme-là, ce grand-père, cet exilé volontaire, il a réinventé un nouveau statut pour qu'il soit légitimisé et pour qu'il reste ici avec un honneur. Puisque vous savez très bien que le père marocain, c'est un père qui est fier. Il a vécu au Maroc l'âge d'or, et ici, s'il perd le fait qu'il soit pourvoyeur financier, s'il le perd, alors il va devenir moins que rien. Et c'est pour ça qu'il a réinventé un autre statut. Et le récit, donc, moi j'ai rencontré plus d'une vingtaine de familles qui ont expliqué cette réinvention de leur statut social. Au lieu d'avoir un statut économique ou un statut professionnel, ils ont eu un nouveau statut social. Donc, cette première génération, quand elle s'est investie dans 2 zones proches de développement. C'est ce qu'on appelle un territoire, c'est-à-dire une zone où il va agir. Comment il va agir? C'est dans sa famille, au sein de sa famille. Et aussi, il a réinventé aussi, il a instauré, il a élaboré, il a construit des associations. Sauf qu'au départ, ces associations, c'était genre de maisons que tous les travailleurs, ils allaient louer, ils allaient se rassembler dans ces maisons-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chanter, ils vont danser, ils vont manger ensemble, ils vont faire leur prière, ils vont se recueillir. Donc ce sont des associations informelles qui ont permis à ces pères, à ces exilés volontaires de se rassembler. Donc ils avaient des moments où ils se rencontraient ensemble pour faire beaucoup d'activités. Donc le père, il s'est engagé envers ses enfants qui étaient un petit peu perdus, puisque dans la même année, en 1974, les enfants sont venus dans le cadre du regroupement familial, on va le voir dans la 2e génération. Donc le père, il s'est investi, il s'est engagé au sein de sa famille, mais aussi au sein des associations qu'il a lui-même élaborées, sans qu'il puisse être conscient que c'était des associations informelles. Donc il l'a fait d'une façon informelle, mais ces associations, ils ont eu un impact majeur sur lui d'abord et sur les transmissions qu'il va y effectuer. Effectivement, donc les exilés volontaires, on va le voir, donc ces associations qui étaient à leur départ informelles, qu'est-ce qu'ils allaient transmettre? Sachant qu'ils étaient illettrés. Le seul parler qu'ils avaient, c'est l'arabe. Et puis, ils n'étaient pas des religieux. Ils avaient quelques notions de leur religion. Ils avaient des traditions. Mais ils ont tenu à tout transmettre à leurs enfants. C'est-à-dire la langue d'Erija ou le berbère, dans ces 3 composants, c'est le dialecte arabe, et puis quelques notions de la culture, telles que, on va dire, ils ont transmis les fêtes religieuses, la fête du sacrifice, la fête de la rupture du Ramadan. Donc ce sont des traditions qu'ils ont voulu transmettre à leurs enfants. Mais aussi, ils ont transmis quelques attraits traditionnels. D'accord? Donc c'était leur transmission, ils étaient fiers de ça. Alors dans les associations, qu'est-ce qu'ils ont fait?